Alors, salut, bonjour à tous. Je vais vous parler un peu, en fait. Voilà, j'ai le besoin, voilà, de parler de littérature, d'enseigner des choses de la vie. Et j'ai ce besoin-là, j'ai ce besoin-ci. Je sais pas comment je pourrais exposer cela et décrire cela, mais c'est un besoin énormément, énormément pulsionnel. Donc, on va débuter par, sur cette chaîne, en fait, on va parler un peu, voilà, de tout ce qui est philosophie, lettres, littérature, art, tout ce qui est domaine artistique et de la vie. Pour pouvoir débattre ensemble, pour que ce soit par commentaire ou par message. Donc, on va commencer par un philosophe qui se nomme Michel de Montaigne, donc qui est né au château de Montaigne dans le Périgord. Michel Étienne de Montaigne. Donc, il étudie le droit et entre au Parlement de Bordeaux en 1557. Il y fait la connaissance d'Étienne de la Boétie, qui est aussi un philosophe, qui va devenir un de ses camarades proches, auteur du discours de la servitude volontaire, donc qui parle de pourquoi, qui est un sujet encore actuel, pourquoi entre guillemets, une servitude sans réflexion, sans pensée, auquel il rend hommage dans de l'amitié, parce que c'était lui ou parce que c'était moi. Montaigne commence en 1572 la rédaction de ses essais, donc, qui est l'une de ses œuvres primaires et clés de sa vie, qui sont les essais, qui sont écrits en 3 volumes. Que j'ai ici le premier volume pour débuter. Donc voilà, il commence ses essais et la rédaction en 1572, qui seront publiés pour la première fois en 1580. Il est élu maire de Bordeaux en 1581 et 1583. Alors que les guerres de religion déchirent la France, ses essais reflètent cette période troublée de l'histoire, sans pour autant en commenter les événements majeurs. Nourri d'un dialogue constant avec la pensée des auteurs anciens, l'œuvre de Montaigne introduit une conception résolument moderne de la philosophie et de l'écriture. La liberté de style et l'esprit critique expriment une pensée vivante et non systématique. Voilà, une pensée vivante et non systématique. Voilà, donc la liberté de style et l'esprit critique expriment une pensée vivante et non systématique, et non en exprimant et en faisant les actes par mécanisme, mais uniquement que c'est c'est une forme de liberté, la liberté de style qui est une forme de liberté, et l'esprit critique exprime une pensée vivante. C'est-à-dire il exprime une pensée vivante et non une pensée sous une obligation, telle qu'une servitude volontaire, voilà, que dans l'œuvre de Étienne de la Boétie. Donc, voilà, donc ce qui est le résumé sur ce personnage, Michel de Montaigne. Résumé, il y a écrit je suis moi-même la matière de mon livre. Voilà ce qu'il commente sur son œuvre. Il commente je suis moi-même la matière de mon livre. C'est-à-dire, lui, la matière de son livre, c'est en quelque sorte une forme de lui. C'est une représentation. L'écriture comme connaissance de soi et expérience. En entreprenant l'écriture des essais, Montaigne ne cherche pas seulement à livrer le témoignage d'une existence. L'écriture apparaît comme une recherche et un examen, comme une expérience plutôt qu'un simple récit d'expérience. Donc son œuvre, c'est une expérience potentielle et non
non seulement un récit qui nous montre une image, mais c'est expressément une expérience réelle, et ce n'est pas qu'une expérience par écrit. C'est ça son image, son allusion dans son œuvre aussi. Ainsi, la démarche associe une réflexion sur des événements personnels et une interrogation philosophique à partir des auteurs anciens. Donc voilà, donc une expérience, donc une démarche associée à sa réflexion sur ce qu'il vivait lui personnellement, et sur une interrogation, il s'interrogeait sur des questions philosophiques à partir d'anciens auteurs. Les lectures des anciens est associée à une méthode et une recherche de la sagesse. Ainsi, la lecture d'un livre comme un philosophe qui s'appelle Sextus Empiricus va amener Montaigne à exercer son jugement et à identifier l'acte de douter et l'acte de penser. Sceptique, par tempérament, Montaigne définit, dans le contexte troublé de son époque, un scepticisme moderne. C'est un scepticisme moderne, donc c'est une réflexion en fonction de ce qu'il a vécu, comme il écrit avant, de ce qu'il a vécu, et de ce qu'il a vécu comme expérience, et des questions philosophiques en fonction des auteurs qu'il a dû étudier avant, laissant la place à une raison souveraine qui refuse tout dogmatisme et toute vérité qu'elle n'aurait pas mise elle-même à l'épreuve. Voilà, donc il a écrit un moment dans son essai, donc là il y a des passages de ses essais. Un moment il écrit « Le mentir est un maudit vice ». Donc là, ce qu'on comprend quand juste cette phrase-là, le mentir est un maudit vice. C'est-à-dire là, l'homme peut croire que mentir peut être un passe-partout pour toute situation, alors qu'en vrai ce n'est qu'un vice parce qu'on revient sur nous-mêmes. Et ça pourrait être un désaccord avec nous-mêmes, au fond de nous, ou avec les personnes qui sont autour de nous. Ça dépend de quel cas, et ça dépend de la chose elle-même en fait. Voilà. Donc par rapport à cette phrase, ils disent que le scepticisme de Montaigne ne cherche pas à nier la possibilité de la vérité. Au contraire, il va de pair avec un idéal de sincérité, d'amitié et d'honnêteté, car nous ne sommes, car il dit à un moment, car nous ne sommes hommes et nous ne nous tenons les uns aux autres que par la parole. La difficulté est d'apercevoir la vérité lorsque ceci est caché par la menterie, c'est-à-dire le mensonge et la fausseté. Or, la vérité n'a qu'un visage, mais le revers de la vérité a 100 000 figures. C'est-à-dire qu'on peut croire une vérité et savoir une vérité, mais peut-être que elle n'est que fausse. Alors que le mensonge, le mensonge n'amène que la futilité et n'amène que la futilité et la problématique et le désordre. Donc voilà pourquoi on devrait mentir. À part... mais le mensonge n'est pas une illusion, même si on peut croire que c'en est une. Même si le mensonge est un objet fragile sur lequel il ne faut pas essayer de se tenir, je pense. Mais voilà. Après, ce qu'ils disent, puissance du corps, faiblesse de la volonté, nombreuses sont les choses qui ne dépendent pas de nous, ainsi ce qui révèle de notre corps échappe à notre volonté. Ce qui révèle de notre corps et ce qui révèle, donc puissance du corps, faiblesse de la volonté. Donc, nombreuses sont les choses qui ne dépendent pas de nous. Ainsi ce qui relève notre corps et échappe à notre volonté. Ainsi, ce qui révèle de notre corps échappe, c'est-à-dire que voir ce qui révèle de notre corps, de notre potentiel,
et ça échappe à notre volonté. Et après, il y a la phrase qui est écrite, nous ne commandons pas à nos cheveux de se hérisser. Nous ne commandons pas à nos cheveux de nous hérisser et à notre peau de frémir de désir ou de crainte. D'accord, donc que ce n'est pas nous qui contrôlons nos désirs du corps. Le désir, le désir est une pulsion, est une pulsion agréable et qui ne peut être contrôlée, qui ne peut être contrôlée complètement et durement. C'est au-delà de nous. Le corps, toutes les sensations et les pulsions du corps. Donc c'est pour ça qu'il dit nous ne commandons pas nos cheveux de s'hérisser et à notre peau de frémir du désir de crainte. Enfin, voilà, ce que dit cet écrivain-là. Mais c'est aussi notre volonté elle-même qui se porte au dérèglement et à la désobéissance et contredire notre raison. Où se trouve donc le véritable moi? Est-ce que celui de la raison et de la volonté est celui de la raison ou de la volonté? Ce moi insaisissable, perpétuellement ou en mouvement, c'est précisément par l'écriture et la connaissance de soi que Montaigne entend en dessiner les contours. Donc pour lui, voilà, c'est pour ça quand il dit je suis moi-même la matière de mon livre, il désigne c'est-à-dire qu'il désigne un renouveau, il dessine un renouveau de l'expression humaine et ouais, par ce livre, il va se dessiner et s'exprimer de tout ce qu'il ressent dans ce livre et de ce qu'il a vécu, des événements personnels, et en fonction de ce qu'il a dû apprendre des autres écrivains avant. Quelle âme a-t-il? Ça, c'est une partie des essais aussi dans son œuvre, le premier volume. Telle est la question qu'il conviendrait de poser pour juger et estimer la valeur d'un homme, au lieu de juger d'après les apparences. La question, pourquoi estimons un homme? L'estimez-vous tout enveloppé et empaqueté? Montaigne répond, il faut le juger par lui-même et non par ses atours. Donc qu'il faut, voilà, que en fonction non pas de ce qu'il a autour de lui, mais de ce qu'il a au fond de lui. C'est ce qu'il, donc tout son œuvre, on va dire des essais, voilà. Ça parle de l'homme un peu, voilà, de la servitude et de lui-même et de la servitude de l'homme. Et c'est un global entre ces deux-là, entre la servitude de l'homme et comment on peut voir vraiment l'homme et de quelle manière le voir et comment l'interpréter et comment le définir par rapport à ça et ne pas le définir de ce qu'il a autour de lui, mais ce qu'il a au fond de lui. C'est deux choses séparées. Donc voilà, c'est sur ça que c'est sur ça de ce qu'il parle dans son œuvre, de ce qu'il divulgue dans son œuvre, les essais. Voilà, donc on pourra lire un peu, on lira les essais. Et vous parlez un peu des commentaires, voilà, de ce que a fait Montaigne et de sa période et de sa période à lui et voilà, ainsi de suite, voilà. Voilà pour dire voilà ce qu'il dit sur les essais, bibliographie essentielle, essais, voilà, ouvrage réparti en 3 livres à partir de 1588 à travers lesquels l'auteur livre ses pensées, ses expériences et ses lectures, voilà. Il fait apparaître une réflexion en constante évolution et propose au lecteur un miroir pour se connaître lui-même. Donc voilà, donc il parle de lui, mais en même temps, c'est pour montrer à l'homme, pour voir comment visionner l'homme à l'intérieur de lui et non autour de lui. C'est ça, et c'est surtout ça pour montrer, voilà, l'image de l'homme. C'est surtout sur ce domaine-là que voilà. Ouais, j'espère qu'on pourra parler d'autres choses. Voilà, si vous avez des commentaires sur cette partie-là, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous appréciez Michel de Montaigne, dites-le moi. Voilà, si vous trouvez que c'est un bon écrivain, et si vous avez lu son œuvre, est-ce qu'il a de bonnes pensées, est-ce qu'il a de mauvaises critiques ou de mauvaises influences? Est-ce que vous pensez que
Ses doctrines à lui, ses pensées, ses œuvres peuvent encore influencer dans notre impact enfin, dans notre génération, etc. au XXIe siècle. Voilà. Commentez ça, dites-nous ce que vous en pensez. Voilà.